Bienvenue à ce nouvel épisode du balado Radio Veg. Aujourd'hui, on parle de spécisme et de féminisme en compagnie de l'avocate Suzanne Zakour qui vient nous présenter son dernier livre « Pourquoi Trump ne mange pas de tofu ». Bonne écoute! OK, alors aujourd'hui, comme je disais, on reçoit Suzanne Zakour. Très heureux de te recevoir, Suzanne. Bienvenue au balado. Merci. Suzanne, je vais te présenter rapidement. Alors, comme biographie, en fait, tu as un doctorat à l'Université d'Oxford et tes recherches de doctorat ont porté principalement sur les violences sexuelles. Tu as écrit différents livres, dont La fabrique du viol, Grammaire pour un français inclusif. Est-ce que j'oublie des choses? Est-ce que c'est assez... Non, c'est ça. Et le dictionnaire critique du sexisme linguistique également, qui est un collectif. OK, excellent. Puis là, aujourd'hui, tu es avec nous. On est content de t'avoir parce que ça faisait longtemps qu'on avait prévu cette rencontre-là. Oui. On va parler de ton dernier livre qui est « Pourquoi Trump ne mange pas de tofu ». Alors, j'aimerais savoir en premier, dans ton cheminement personnel, d'où est venue l'idée d'écrire ce livre-là? Et puis, pourquoi tu as senti le besoin de l'écrire? Puis, en gros, à qui s'adresse le livre? Alors moi, dans mon parcours, je suis principalement une chercheuse et une autrice féministe. J'ai beaucoup travaillé sur les violences faites aux femmes. Et comme végane, j'ai pas pu m'empêcher de voir des liens entre la culture du viol, les violences faites aux femmes, la misogynie et le traitement des animaux, la manière dont on parle des animaux. Et c'est un peu comme le concept de la culture du viol. Une fois que tu le vois partout. Mais ces parallèles-là, j'ai commencé à aller voir, peut-être écrire un petit article ici, penser à un projet ici et là, depuis des années. Et à un moment donné, il y avait tellement d'idées que ça débordait, ça avait besoin d'être un livre. Et donc, c'est un livre qui s'adresse surtout aux personnes intéressées, oui, évidemment, par la question animale, mais surtout aux personnes intéressées par les enjeux de genre, le féminisme, la justice sociale, l'égalité, et qui les invite à considérer qu'est-ce que le féminisme a à apprendre sur la question animale et vice-versa. Comment on peut comprendre la question animale en s'appuyant sur le féminisme et les concepts féministes. Autrement dit, tu veux ouvrir l'esprit ou pointer vers la direction de la cause animale aux gens qui sont intéressés à la cause féministe, c'est ça? Exactement. Je pense que plus largement, les gens qui s'intéressent aussi, bien sûr, à la justice sociale, à la cause animale, mais mon premier public, c'est de parler aux féministes, comme féministes qui travaillent sur les violences faites aux femmes, et de dire, regardez, il y a des choses intéressantes à comprendre ici sur la question animale. OK, excellent. Alors, c'est parfait. Maintenant, on va plonger un petit peu dans le livre. En lisant, j'ai ressorti différents thèmes, de façon arbitraire, mais j'ai commencé à les ressortir. Puis, si tu veux, je trouvais que tu parlais beaucoup de certaines affaires, entre autres des stéréotypes. Plus spécifiquement, tu parles quand même assez intensément de la corrélation entre la consommation de viande et la masculinité. Puis, c'est vrai, moi, je le vis comme homme vegan. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ce que tu as voulu faire ressortir en t'adressant à ce thème-là, en faisant ressortir ça. Mm-hmm. Ouais, c'est une question qui m'amène aussi un peu au titre, parce que le titre, c'est « Pourquoi Trump ne mange pas de tofu ?» et le livre ne parle pas de Trump. Et en quelque part, c'est pas très intéressant de savoir que Trump ne mange pas de tofu. Ce qui est intéressant, c'est que personne n'est jamais surpris d'apprendre que Trump ne mange pas de tofu et que Trump mange beaucoup de viande. Donc pourquoi? C'est parce que on associe cette idée de la masculinité, du patriarcat à la consommation de viande. Et c'est quelque chose qu'effectivement les hommes véganes vivent de façon quotidienne. Et comment est-ce que la viande, en fait, la nourriture est genrée. La viande est une expression de la masculinité. Et c'est ça que je trouve particulièrement intéressant, parce qu'on a tendance à pas vraiment réfléchir aux politiques qui se passent dans notre assiette. OK. Autrement dit, puis en tout cas, c'est des petites phrases que j'ai ressorties, là.
C'est vrai que quand on voit un homme qui est vegan, souvent on assume que c'est sa femme ou sa blonde qui l'a rendu vegan ou qui l'oblige quasiment à être vegan. Puis d'un autre côté, on a aussi les hommes véganes qui veulent absolument montrer qu'ils sont masculins, c'est-à-dire que tu vois, ils vont être super musclés ou hyper en forme. Par rapport à ça, est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée que les hommes veulent montrer? Ben moi, tu sais, je trouve que c'est important d'avoir l'air en santé quand t'es végane parce déjà on a comme un mythe qu'on fait tomber. Mais qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est une bonne idée de les hommes d'essayer d'avoir l'air le plus masculin possible ou c'est-tu embarqué dans le jeu de... Tu sais? Mm-hmm. Ouais, ben c'est intéressant ce que... La façon dont les hommes véganes vivent leur masculinité, tu peux aller de deux façons. Tu peux dire, moi, de toute façon, je crois pas à ça, aux normes de masculinité. Puis ça, c'est souvent peut-être des hommes qui sont déjà pro-féministes et qui croient pas vraiment à cette affirmation des normes de genre et que ça va pas les déranger nécessairement d'avoir un comportement qui est plus associé à la féminité, là, le véganisme est plutôt associé, c'est un mouvement de femmes. À l'inverse, tu peux avoir des hommes qui vont questionner le spécisme, mais sans nécessairement remettre en question le sexisme, la masculinité. Donc pour eux, c'est important de montrer, oui, effectivement, je suis un vrai homme, regardez comme je suis musclé, et qui vont plus reproduire ces choses-là. Et il y a aussi comme la masculinité hybride au milieu, où on peut dire, ben, OK, je suis végane parce que j'ai beaucoup de compassion, qui est une valeur typiquement féminine, mais peut-être que je vais me présenter plus de façon héroïque ou plus comme un rebelle. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on constate ces différentes négociations de la masculinité dans d'autres domaines. Par exemple, des hommes qui sont cheerleaders. Est-ce qu'ils vont aller dans oui, mais moi je suis hyper musclé puis je suis pas comme tu sais, je suis pas une tapette en gros que les tu sais qui vont vraiment essayer de se distancer de la féminité ou qui vont plus dire ben non, qui vont s'en foutre, qui vont plus même adopter des codes féminins. Donc on a un peu la même chose avec le véganisme et quand des gens demandent à des hommes véganes, ben est-ce que c'est ta blonde qui t'oblige? Ce qu'on demande c'est est-ce que ta viande est-ce que ta blonde t'a émasculé, castré ou dominé. Donc, on a un peu ce cliché de la femme, c'est trop contrôlante qui empêche l'homme d'exprimer sa virilité. Donc, c'est sûr que moi, comme féministe, j'apprécie plutôt le fait de rejeter les codes masculins et dire, ben, j'ai pas besoin d'adhérer à la virilité, à la masculinité qui est toxique et qui mène aux violences faites aux femmes. Mais il y a des véganes qui trouvent ça aussi important de parler à ces hommes en quête de modèles masculins et dire tu peux être un homme sans violenter les animaux, de la même façon qu'on a ce message aussi dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Tu peux être un vrai homme sans violenter les femmes, mais qui remet pas vraiment en question pourquoi est-ce que les hommes voudraient être un vrai homme et qu'est-ce que ça veut dire. Ouais, parce que c'est vrai que, tu sais, moi, j'ai arrêté de manger de la viande 2008 peut-être, mais vegan 2019-2020. Puis dans les premiers soupers entre amis, des amis d'enfance, donc qui n'ont pas suivi mon même cheminement que moi, première chose que je me suis fait dire par mon ami, mais oui, mais tu trouves pas que c'est comme associé femme? Tu sais, je veux dire, tout de suite, tu vois que si cette préoccupation-là tombait chez les hommes, t'en aurais beaucoup plus des véganes. C'est la peur du jugement, là. C'est la peur de ce que les autres vont penser de toi. Fait que si, d'une manière ou d'une autre, on pouvait faire tomber cette crainte-là du jugement, la proportion végane homme-femme pourrait peut-être se réduire, là, tu sais. Ouais. Donc, il y a vraiment des enjeux différents et particuliers pour les hommes qui veulent devenir véganes ou les femmes qui veulent devenir véganes en raison de la façon dont la nourriture est genrée. Effectivement. Puis il y a une petite nuance aussi que j'aimerais que tu fasses. À un moment donné, à la fin d'un chapitre, je pense que c'est le premier chapitre, tu dis que l'idée n'est pas tant de comparer le spécisme au sexisme, mais de mettre en lumière leur justification commune. Fait que c'est quoi la nuance entre... Mm-hmm. Il y a beaucoup de critiques des comparaisons entre les oppressions et particulièrement quand ça implique les animaux. Donc, par exemple, il va y avoir des débats. Est-ce qu'on peut dire que la vache est violée? Est-ce que c'est trop s'approprier le langage du mouvement féministe? Est-ce que c'est une bonne description de ce qui se passe? Et c'est beaucoup débattu et en général,
c'est peu productif d'essayer de comparer qui est plus opprimé ou les manières. Est-ce qu'on peut utiliser, par exemple, le terme esclavage pour les animaux? Est-ce qu'on peut utiliser le terme viol pour les animaux? Donc, moi, je trouvais ça important d'expliquer que c'est pas ça que je suis en train de faire. Mon argument, c'est pas si tu manges des animaux, c'est comme si tu violais des animaux, donc c'est comme si tu violais des femmes. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe au niveau culturel et symbolique, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on utilise les mêmes raisons, les mêmes excuses, les mêmes justifications quand on parle de violence faite aux femmes et quand on parle de violence faite aux animaux? Donc, ce qui m'intéresse, c'est quand on dit pourquoi est-ce qu'on mange des animaux, pourquoi est-ce qu'on mange des femmes et que la réponse pourquoi est-ce qu'on mange des animaux et pourquoi est-ce qu'on violente des femmes et que la réponse c'est la même. Donc c'est ça qui m'intéresse, donc ces justifications. OK, les justifications sont les mêmes pour les deux actions qui sont immorales. Le chemin est le même pour s'en disculper, c'est ça que tu... Oui, par exemple, si on dit moi j'agresse des femmes parce que c'est comme ça que j'exprime ma masculinité, on va dire parce que c'est viril, on va dire parce que tout le monde le fait dans ma fraternité ou parce que je suis un vrai homme, on pourrait dire les mêmes choses de pourquoi je mange de la viande, mais parce que c'est viril, parce que je suis un vrai homme. Donc ce qui est intéressant, c'est que la réponse est la même. Ouais. Et donc si le discours qu'on utilise pour justifier les violences envers les animaux est le même que celui qu'on utilise pour justifier les violences faites aux femmes, c'est peut-être que c'est un discours qui est misogyne. OK. Donc, il y a vraiment, c'est là que tu vois le lien très proche entre les deux, là. Exactement. OK. Maintenant, si on change un petit peu d'approche, tu parles à un moment donné que, étant donné ton doctorat que tu as fait, tu as été 4 ans parler de violence sexuelle, donc tu as été confronté à des thèmes quand même assez difficiles. Tu as dû te distancer un peu, te couper un peu émotionnellement. C'est ce que la plupart des véganes doivent faire aussi parce que veut pas, on vit dans un monde carniste. Est-ce que tu trouves pas que c'est le plus difficile pour les véganes de nos jours? C'est pas de changer d'alimentation, mais c'est de continuer à côtoyer famille et amis qui, selon nos valeurs, perpétuent des actes immoraux. Absolument. Ouais, c'est vraiment manger vegan, c'est la chose la plus facile d'être vegan et de toute façon, être vegan, moi je trouve que c'est facile pour des raisons que je pourrais expliquer, mais oui, ce qui est difficile, c'est effectivement comment tu peux à la fois penser que quelque chose est mal et violent et cruel et à la fois les gens que t'aimes le font tous les jours. Donc ça peut être vraiment difficile, puis les véganes vont parfois être un peu tiraillés sur si je m'oppose toujours aux violences envers les animaux, je vais être en conflit constant avec mes proches, mais si je m'oppose pas, est-ce que j'ai l'air de dire complaisant, ouais. Oui, complice et je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant chez les véganes. Comment est-ce qu'on apprend à négocier ça? Puis moi, je pense qu'on peut trouver une voie où on n'est pas nécessairement toujours en conflit avec nos proches, mais sans non plus être complice. Donc, par exemple, moi, si on me pose la question, est-ce que je trouve ça correct que je mange des animaux? Mais c'est sûr, je veux dire non, je trouve pas ça correct, mais ça veut pas dire que je suis en train d'engueuler les gens avec qui je suis à table. Donc, c'est... Mais c'est malaisant. C'est comme moi, je ressens tout le temps un malaise. C'est malaisant parce que quand toute la société est organisée pour qu'on ne voit pas les violences envers les animaux. Donc, les gens, ils disent, je mange du poulet, je mange des ailes de poulet, mais ils sont pas en train de s'imaginer, tu sais, le font poussin, pas le lien direct. Ils font pas le lien et donc ils ne voient pas cette violence. Et toi, t'arrives comme végane et tu la vois, c'est tellement évident. Et puis, il y a des véganes, des fois, qui parlent à leur entourage, qui disent, mais toi, tu me demandes d'avoir une conversation normale et posée quand il y a du fromage ou il y a de la viande sur la table. Est-ce que tu serais capable d'avoir une conversation normale et posée si tu allais dans une culture où il y a un bébé découpé en morceaux sur la table? Tu serais mal à l'aise. Donc, c'est sûr que ça peut être une source de souffrance. Mais moi, j'ai toujours cru que l'injustice est souffrante, que moi, les gens me demandaient justement pourquoi il faut accepter de souffrir, autrement dit. C'est pas ça, il faut accepter de souffrir, c'est que, moi, on me demandait pourquoi tu travailles sur le viol, ça doit être vraiment dur, ça doit être vraiment pénible. Le viol, c'est dur que je travaille dessus ou pas, mais au moins, je fais quelque chose pour essayer d'avancer la société. Ouais. Puis je pense que il faut pas non plus, il y a aussi beaucoup de joie et de fierté et de plaisir à être végane qui est,
je me sens bien parce que je participe à un mouvement social qui veut transformer la société de façon extrêmement profonde. Je suis en solidarité avec les animaux et avec d'autres véganes. Donc, oui, c'est difficile et puis c'est pour ça que c'est important. Moi, je recommande, par exemple, je fais du coaching vegan et je recommande aux personnes nouvellement véganes d'aller dans des événements où ils vont rencontrer d'autres véganes, d'avoir des amis pour avoir comme cet espace où on sait que dans cet espace qu'on soit ensemble, une heure, une fin de semaine, une soirée, peu importe, c'est comme prendre une pause de cette violence constante. Ouais. Effectivement. Ce qui m'amène à parler de l'autre thème que j'ai ressorti, c'est le conformisme. En fait, c'est une force très puissante, selon moi, qui empêche le véganisme de se propager. Les gens, en fait, il y a une phrase, je me souviens pas si c'est de toi ou si c'est une citation. Tout le monde mange des animaux parce que tout le monde mange des animaux. Puis c'est tellement vrai. C'est comme la normalité. C'est un des arguments qu'on se fait sortir le plus souvent. Banalement, là. Mais oui, mais puis on se fait traiter d'extrémiste alors que c'est le contraire, en fait, là. Alors, tu me parles aussi dans un exercice, là, si les repas véganes sont proposés en première instance, alors tu aurais 65% des gens qui opteraient pour ce repas-là et 18% pour des repas carnistes. Et puis l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire pour sortir de ce conformisme-là, là? C'est pas facile pour les gens, là, Ouais, il y a deux choses qui sont intéressantes. C'est que d'une part, c'est vrai que la norme est extrêmement puissante et c'est différent. Il y a beaucoup de gens qui vont réagir différemment. Si je leur dis « Bienvenue à cet événement, le repas est vegan, dites-nous si vous avez besoin d'être accommodé » ou « Le repas est non vegan, dites-nous si vous avez besoin d'être accommodé ». Il y a beaucoup de gens qui vont juste suivre la norme. Et c'est un peu à double tranchant. Ça veut dire que maintenant, ils tuent beaucoup d'animaux, mais dans un avenir vegan, ils se battront pas non plus contre le véganisme. C'est des gens qui ne font que suivre la norme. C'est associé aussi un peu à la personnalité des gens. Donc ça, c'est vrai et c'est des contraintes très importantes à tenir en compte et c'est pour ça qu'il y a des organismes qui vont justement militer pour plus d'options véganes, normaliser le véganisme, des modèles véganes à la télévision, peu importe ce que c'est, mais juste de normaliser ça. Et exister comme végane, ça normalise le véganisme. Moi, quand je suis devenue végane, je ne connaissais pas de végane. C'est différent quand mes amis deviennent véganes et qui connaissent déjà plusieurs véganes. Donc, juste en existant comme végane, on le normalise et c'est très important. L'autre chose, je pense qu'on peut reconnaître que le poids de la société est immense et que c'est pas vraiment une excuse qui est acceptable. Dans le sens où... donc, ça explique mais n'excuse pas certains choix. Donc, par exemple, les violences faites aux femmes sont extrêmement normalisées. Si tu regardes n'importe quel film, comédie romantique, on te normalise le harcèlement sexuel, la femme dit non et tu fais un film d'1 heure et demie d'insistance et de harcèlement sexuel jusqu'à ce que finalement elle accepte. Le modèle par défaut des relations sociales et amoureuses homme-femme, c'est la violence, le harcèlement, l'insistance. Encore une fois, ça explique, mais ça n'excuse pas. Ouais. Alors, si je fais une intervention, je fais des formations pour prévenir les violences sexuelles, il faut absolument que je tienne compte de ça. Je peux pas faire semblant que ce contexte social n'existe pas. Parce qu'encore là, c'est la normalité. Là, c'est la normalité. Les enfants voient ça, les films. Ouais. C'est ça qu'on apprend. Mais en même temps, si un homme vient et me dit, moi, j'harcèle les femmes parce que c'est normal dans notre société, je dis... c'est pas plus correct. Exact. Donc, on peut quand même... on peut vaincre la normalité et c'est comme ça qu'on crée des nouvelles normes sociales. Ouais. Donc, l'excuse, il faut pas s'en servir comme excuse, mais il faut pas non plus l'ignorer complètement. Et donc, on peut travailler à avoir une société. Et plus il y aura de véganes, plus ça va être normalisé et plus ça va être facile. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est plus facile d'être végane qu'avant. Et les gens ils disent parce qu'il y a plus de produits. Peut-être, mais c'est surtout parce que c'est plus normalisé. Donc, tu te sens moins extraterrestre. Hein, ouais. Oui, les gens, ils ont déjà entendu parler de ça, ils connaissent d'autres véganes, etc. Ouais, effectivement. Puis tu vois, comme un petit exemple, c'est que nous, on fait le jour de l'an chez nous. Et puis, traditionnellement, le jour de l'an, bon, c'était chez un membre de la famille à chaque année. Maintenant, c'est tout le temps chez nous parce que j'aime mieux le faire chez nous parce que c'est vegan. Je trouve ça plus simple. Puis tout le monde est bienvenu. Mais c'est vegan. Fait que c'est le gros party à cette heure. Personne se pose la question. À part un de mes frères cette année qui m'a demandé je peux-tu amener mon lunch. Je dis non. Mais s'il est vegan. That's it.
Mais pour le reste, tout le monde a du fun, puis c'est comme on s'en va chez Sylvain, puis on a un gros party, on fait le feu dehors, puis on se pose plus la question. Il y a personne qui me le demande. Ouais, il y a personne qui me le demande, tu sais. La première fois, c'est bizarre, et après, en fait, les gens s'habituent à tout. Quand la pandémie est arrivée, on dit le monde sera plus jamais pareil, et c'est vrai, on s'est habitué à faire du télétravail. On s'habitue à tout, et donc le véganisme, c'est juste effectivement quelque chose qui doit être normalisé, et chaque personne qui existe comme végane contribue à poser les briques d'une société où ne pas consommer et ne pas exploiter les animaux, c'est ça qui sera normal. OK. Puis là, au niveau du conformisme, pour terminer avec le conformisme, il y a deux choses dans ce thème-là qui sont ressorties. C'est l'expérience de Milgram, et puis aussi le phénomène, là, je me souviens plus c'est qui en parle, là, les 0, les 1, les 2, les 3. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Je sais pas si tu peux nous résumer un petit peu ces deux concepts-là. Oui. Alors, l'expérience de Milgram, c'est une expérience très connue en psychologie qui a été faite par le docteur Milgram, où, en fait, il dit aux gens, peux-tu m'aider à faire une étude sur l'effet de la punition sur la mémoire? Donc, t'arrives pour faire l'expérience et on te dit, voilà, il y a un sujet qui doit mémoriser des mots et chaque fois qu'il se trompe, tu lui donnes un électrochoc de plus en plus fort et on veut mesurer si ça l'aide à se rappeler ou pas. Mais ça, c'est juste un prétexte. En fait, l'étudiant qui mémorise les mots, c'est un acteur. Et la personne qui est vraiment étudiée, c'est cette personne qui transmet les électrochocs. Et la question de l'étude, c'est jusqu'où les gens vont aller à faire souffrir une autre personne juste parce qu'on leur demande. Ouais. Et ce qui est important dans l'expérience de Milgram, on leur dit pas si tu envoies pas des électrochocs, je te tue, ou c'est juste, on te dit qu'il faut le faire. C'est la pression sociale. Ouais. T'as un homme en sarrau qui te dit arrête, fais-le. Et donc, la personne qui est dans l'expérience, si elle dit je veux pas le faire, j'arrête, parce que l'acteur va commencer par avoir un peu mal, ensuite crier, ensuite se débattre, crier de plus en plus. On voit pas l'acteur, on fait juste l'entendre. Et à un moment donné, l'acteur arrête de répondre, c'est comme s'il était dans le coma ou mourant. Et la question, c'est quand est-ce que la personne va s'arrêter? Et si la personne dit « je veux arrêter », l'homme en sarrau lui dit « non, il faut que tu continues ». Mais il dit pas sinon, il dit il faut continuer pour l'expérience. Et pour mettre fin à l'expérience, il faut que la personne dise non, j'arrête 4 fois. Donc on va lui dire non, continue, non, continue. À la 4e fois, on dit OK, on met fin à l'expérience. Donc combien de personnes vont se rendre, vont dire ben non, j'arrête, et puis non, j'arrête. Et combien vont continuer? Et ce qu'on voit, c'est que la majorité des gens vont faire souffrir alors qu'ils pourraient juste arrêter. Ouais. Et une partie quand même significative des gens vont aller jusqu'à des chocs mortels. Et c'est pas parce qu'on dit j'ai un fusil sur la tempe, c'est juste parce qu'on dit il faudrait que tu continues. Quelqu'un t'a dit de le faire. Ouais. Donc ça, pour moi, c'est une expérience qui m'a beaucoup frappée parce que c'est un peu ça qui se passe avec les animaux. C'est que si tu dis, moi, je veux être végane, les gens vont dire, ben non, il faudrait que tu manges des animaux. Ils vont te le dire à répétition. Mais il y a personne qui va te dire, je te mets en prison. Tu sais, c'est comme, tu restes libre de tes choix, mais il y a des gens qui vont dire, non, fais-le pas. Pourtant, il y a beaucoup de personnes qui trouvent que c'est un trop gros prix et qui vont juste continuer à faire violence aux animaux, même si eux-mêmes trouvent que c'est pas une bonne chose. C'est juste parce qu'ils veulent pas être se sentir à contre-courant. Exactement. Un peu au niveau de violence faite aux femmes, les initiations. Exact. Comme les initiations. On t'encourage et puis tu peux dire non, je m'en vais. Et c'est pas pour dire que c'est facile, c'est difficile parce que là. La pression sociale. Mais si tu dis non, je m'en vais, dis come on. Hein? Demain, comment est-ce qu'ils vont me voir? Demain, quand ils vont me voir. Exactement. Donc, c'est ce qui est... Moi, la question que je me suis un peu posée quand j'ai appris sur cette expérience, c'est est-ce que les véganes, il y aurait des résultats différents? Parce que c'est un peu ça, être végane, c'est de désobéir à l'homme en sarrau qui te dit non, il faut manger des animaux. Ouais. Fait que je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ça montre à quel point ça nous prend pas grand-chose pour commettre des violences quand même assez atroces, là. Ouais. Quand tu dis, si je me souviens plus des chiffres exacts, mettons, le tiers va carrément aller jusqu'à presque une population significative, presque tuer quelqu'un. Pourquoi? Je pense que c'était 60%. En tout cas, c'était vraiment surprenant. Vont vraiment faire souffrir. Et puis quand même une bonne proportion va vraiment jusqu'à penser qu'ils sont à risque de tuer la personne. T'sais. En fait, c'est que on peut désobéir. Et l'invitation des véganes, c'est une invitation à désobéir aux normes sociales. Et on dit, oui, ça va être difficile parce que les gens vont dire, non, fais-le pas. Donc, on va dire que t'es dans une secte, toutes sortes d'affaires qui n'ont pas de bon sens, que les plantes ont des sentiments. Ouais, exact. Que les moutons, ils vont mourir s'ils sont pas tondus. On va te dire ça,
mais on va pas te mettre en prison. C'est-à-dire, c'est de reconnaître que oui, les normes sociales sont puissantes, mais en même temps qu'on reste libre et qu'on peut choisir de désobéir. Stan Bailey a dit, c'est pas la désobéissance civile, c'est la désobéissance sociale d'être vegan. Je trouve que c'est vraiment bien dit. L'autre question que tu me posais, c'est par rapport au seuil d'action. Donc, qu'est-ce que ça prend à quelqu'un pour faire ce qu'il croit juste? Alors, il y a des gens qui, et c'est intrinsèque, ça va être ta personnalité, dans le fond, là. Ben, moi, je crois pas vraiment à l'intrinsèque, c'est-à-dire que tout s'apprend et tout se change, mais c'est plus un schéma pour comprendre comment une révolution survient. Pourquoi est-ce que tout le monde était correct avec la situation de fait, et le lendemain, tout le monde est dans la rue et il y a une révolution. Donc, en fait, c'est pas que tout le monde était correct et après, tout le monde n'est pas correct avec elle. C'est que la société est divisée dans des personnes qui vont agir différemment. Il y a des personnes qu'on appelle des zéros. Ils vont toujours dire ça, c'est pas correct, ou ils vont toujours agir. Ils vont remettre en question chaque affaire. Ils vont remettre en question, par exemple, si ça n'a même pas besoin d'être révolutionnaire, si quelqu'un est dans la rue, tombe, se fait mal, des fois, les gens restent paralysés. T'as une première personne qui va l'aider. Là, tout le monde va y aller. Et là, tout le monde. Ouais. Donc, t'as les instigatrices qui sont des zéros. Après ça, t'as les personnes qui sont, mettons, des 1 ou des 2. C'est-à-dire, moi, je vais pas être la première, mettons, je suis pas la première personne à dire, ça, c'est sexiste ou à intervenir. Mais dès que je vois quelqu'un le faire, ça m'encourage. Puis t'as des gens, ils ont des seuils plus élevés, des 5, des 6, etc. C'est juste un schéma, qui vont dire, eux, ils vont jamais faire quelque chose, sauf s'ils sont pas dans la majorité. Donc, la transformation sociale opère parce qu'il y a des zéros qui vont être, mettons, la première personne végane de leur famille. Ça, c'est des gens qui sont capables de faire ce qu'ils veulent faire, malgré les pressions. Ouais. Et le fait qu'ils deviennent véganes va permettre, mettons, à leur sœur, qui est, mettons, je sais pas, ma sœur qui est plus timide. Qui est une 2 peut-être. Un ou une 2, ouais. qui dit, comme quelqu'un d'autre l'a fait, je peux le faire. Ouais. Et après, peut-être tu dis, t'as peut-être un oncle qui dit, OK, tu sais, ça devient quasiment la norme dans la famille et de plus en plus, ça devient la norme. T'es à contre-courant si tu l'es pas. Fait que le 3 va embarquer, là, puis le 4. Là. Fait que c'est pour ça que quand on dit, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de véganes, mais il y en a de plus en plus et on peut, moi, c'est un message d'espoir, on peut basculer plus vite qu'on pense parce que moi, je connaissais aucune végane quand je suis devenue végane. J'ai peut-être influencé 30 personnes à devenir véganes. Si chacune de ces 30 personnes en influence d'autres, etc. Ouais. Puis ça peut basculer, c'est exponentiel. C'est que un jour, on va traverser le seuil qui fait en sorte que les gens conformistes deviennent véganes. Ouais. Et on va passer très facilement d'un 15-20% de la population végane ça va à aller 60, vite après ça. Là. C'est ça. Il y a aussi un exercice, là, je me souviens pas d'où ça vient, mais la règle du 3%, là, c'est que si tu as 3% d'un mouvement qui devient activiste, fait basculer la société. Je me souviens pas d'où j'ai vu ça, là, mais... Il y a aussi un exemple dans le mouvement des femmes, c'est on dit la masse critique. Donc, si t'es la première femme dans un organisme, la femme qui brise le plafond de verre, peut-être qu'elle va rien réussir vraiment à transformer. Ouais. Mais si t'as 30% de femmes, là, tu peux transformer une organisation. Donc, idéalement, tu voudrais avoir 50%. Tu as traversé la masse critique. Mais 30%, ils disent... Après, je suis sûre que ça dépend des contextes. C'est pas très important c'est quoi le chiffre exact, mais c'est plus le concept de dire c'est pas linéaire. Ouais. Donc, quand on est végane, si on se sent seul, on se dit, oui, mais ça peut aller plus vite qu'on pense, puis il faut juste recruter à ce projet social qui est un monde sans violence envers les animaux, assez de gens pour que ces gens-là inspirent d'autres personnes plus conformistes, etc., jusqu'à ce que un jour, ça va être impensable. Quand la société est végane, tu sais, quelqu'un qui a été élevé végane, tu vas au supermarché, tout est végane, tout ça, qui va se dire, hey, moi, je vais aller, capturer un animal, pour le fun. Puis je vais la mettre enceinte, puis dans 9 mois, j'aurai un veau, puis après, c'est comme personne ferait ça. Pour la même raison qu'il y a à peu près personne au Canada qui se dit hey, moi, ça me fait vraiment chier de pas pouvoir manger des chiens ou des ânes, qui sont des animaux qui sont mangés dans d'autres cultures. Parce que dans la norme, on le fait pas. C'est pas normal. Donc, ça prendrait beaucoup pour rendre le Canada un pays qui mange des chiens, parce que c'est pas dans la norme. Ouais. Et donc, de la même façon, puis manger un chien, manger un cochon, c'est pareil. Là. Quand on va arrêter de manger des cochons, ce sera aussi impensable de manger un cochon ou du fromage d'une vache que ça l'est aujourd'hui pour la plupart d'entre nous de manger un chat ou un chien. D'où l'importance de, autant que possible, ne pas n'être que végane, mais essayer de faire ce qu'on peut pour faire avancer la cause. Autrement, dans le sens que être végane, c'est un acte important, mais qui est quand même assez passif. Mais il faut être un activiste
selon sa personnalité, dans le sens que, tu sais, j'ai essayé AV, je suis allé, je pense que tu mentionnes que tu es allé faire Anonymous for the Voiceless. Ça va plus ou moins avec ma personnalité. Ça veut pas dire que j'irai pas une autre fois, mais je pense que chacun peut trouver une manière de faire avancer la cause. Et c'est pour ça que c'est très... Moi, la question qu'on me pose le plus souvent, c'est est-ce que t'aimerais mieux 1000 flexitariens ou 10 véganes ou des... Et c'est une question qui est absurde parce qu'on la pose jamais pour aucun autre mouvement social. Ouais. Aimerais-tu mieux 1000 hommes qui violent 10% moins souvent ou c'est comme question absurde parce qu'il y a aucune intervention. C'est une question absurde. Mais c'est la question qu'on me pose le plus souvent. Aimerais-tu pas mieux qu'il y ait plus de gens qui réduisent leur consommation de 10%, 20% et moins de véganes? Moi, j'y crois pas parce que les gens ne mesurent pas leur consommation de produits animaux. Fait qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles je n'y crois pas du tout et que la question fonctionne pas. Mais même si on prend la question au sérieux, mais c'est ça le problème, c'est que même si t'as 1000 flexitariens, mais qu'ils sont véganes en privé, mais que dès qu'ils sont dans un groupe, ils sont invisibles, ben ça va être très difficile de changer une norme sociale. Tandis qu'une personne qui est végane, même si la personne végane n'est pas activiste, sa seule existence fait en sorte que, là, ton travail, ben c'est remarqué, les gens posent des questions. Peut-être que ton travail, par exemple, moi, à mon travail, maintenant, nos événements sont presque toujours entièrement véganes. Et donc, une seule personne végane va avoir un impact social beaucoup plus grand que 10, 15, 20 personnes qui se considèrent flexitariennes. Ouais. Whatever that means, parce que de toute façon, quand tu leur demandes combien d'animaux, c'est pas mesurable et donc c'est vraiment plus une question de perception. Puis je parle dans mon livre qu'en raison des normes de genre, presque toutes les femmes se perçoivent comme ne mangeant pas beaucoup de viande. Mais ça te dit pas vraiment combien d'animaux ils mangent ou pas, c'est plus une question de perception. Mais donc, le seul fait d'être végane, pourquoi est-ce que moi j'encourage les gens à devenir véganes et non pas à réduire leur consommation? C'est parce que c'est comme ça qu'on fait un mouvement social. Ouais. Avec des gens qui disent, ben pour moi, ça c'est une ligne que je franchis pas et c'est important pour moi et c'est remarqué par l'entourage et ça peut faire des ricochets. Ben moi, ce qui m'avait en fait clarifié ma position, c'est un autre activiste, Nat Perron, qui m'avait dit, c'est tout simplement, puis c'est dans un de mes balados, de aligner tes actions avec tes valeurs. Puis je pense que cette phrase-là est super importante, là. Tu sais, je veux dire, tes valeurs, c'est la non-violence, puis t'es contre la cruauté, puis ce qui se passe dans des abattoirs. Mais pourquoi tu ferais quelque chose qui est à l'encontre de ces valeurs-là quotidiennement, là? Il y a pas de raison. En plus, effectivement, parce que moi, comme je disais, je fais du coaching vegan, donc j'aide les gens qui s'intéressent à devenir vegan à voir comment le faire de façon super facile. Puis moi, je dis toujours aux gens, moi, je ne veux pas et je ne peux pas te convaincre de devenir végane parce que c'est en conformité avec mes valeurs. L'idée, c'est que tu deviennes végane parce que c'est en conformité avec tes valeurs. Et la grande majorité des gens vont se reconnaître dans « j'aime les animaux »,« je suis pas d'accord avec le traitement des animaux »,« j'aimerais mieux un monde où on tue pas les animaux ». C'est juste que souvent, ils savent pas comment faire. Ils pensent que ça va être super difficile. Il y a l'inertie, il y a d'autres choses qui se passent dans leur vie. Ouais. Ils veulent pas sortir de la norme, c'est souvent des people, par exemple des people pleasers, donc des gens qui veulent toujours accommoder les autres. Donc il y a toutes sortes de raisons, mais les valeurs sont là. Donc effectivement, j'encourage les gens, puis c'est pour ça que le véganisme, ça va être facile pour la personne à qui je parle, parce qu'elle le fait pas pour moi, elle le fait pour elle. Ouais. Et une fois que tu dis, ben ça c'est mes valeurs et j'agis en conformité avec mes valeurs, il y a une grande paix qui vient de là et souvent quand je rencontre des personnes, des réductariens, flexitariens ou végétariens qui disent « je mange surtout végane, mais pas toujours, 80%, », je leur dis, et ils me croient jamais, mais c'est pas grave, je leur dis « ça va être plus facile d'être végane que ce que tu fais en ce moment parce que tu vas être comme « ouh, je le fais, puis je deviens végane, je passe à autre chose. » J'ai pas à me sentir un petit peu coupable de temps en temps. Toujours un peu coupable, toujours est-ce que je le mange, est-ce que je le mange pas, toujours les gens savent, mes parents savent pas est-ce que je le mange, est-ce que je le mange, c'est compliqué, je suis toujours en tiraillement avec moi-même. Moi je veux te soulager de ce tiraillement et les gens ils reviennent me voir puis ils me disent, c'est des gens que ça fait 10 ans là qui pensent au véganisme et qui sont un peu à moitié ou qui sont on and off, des fois végé, des fois pas. Puis ils reviennent me voir puis ils sont comme oh my god, c'était tellement facile parce que je leur donne les bons trucs, c'était tellement facile, puis ils disent je te croyais pas parce que personne me croit que ça allait être plus facile, mais oui, genre c'est plus facile, je pense moins d'énergie là-dessus, j'y pense moins, ça va super bien, les produits animaux me manquent moins parce que je les vois plus comme de la nourriture, tu sais, c'est comme
Fait que... Tu t'élimines 80 quelques % de l'épicerie comme choix. Ben, c'est comme les choix sont... T'as pas à te demander la question dans certains départements, tu fais juste pas y aller. Là. Ben, c'est que si tu dis, je suis végane 95% du temps, chaque fois que tu manges, il faut que tu te demandes, est-ce que c'est le 5% ou est-ce que c'est le 95%? Ouais. C'est-à-dire qu'à la maison, t'as des produits que c'est juste, ça marche pas. C'est comme une diète. T'as fait ou t'as fait pas, là. Quand t'es réductarien, c'est comme une diète. Il y a des choses que tu veux manger, mais que tu t'en prives. Alors, les diètes, ça marche pas. Et ça va jamais marcher et tu vas être malheureux. J'exagère un peu, mais ça va être très difficile. Alors, quand t'es végane, tu dis, ça, c'est pas de la nourriture. Et donc, je passe pas ma vie à me dire si, et la plupart des gens ne passent pas leur vie à dire, si seulement je pouvais manger du fromage de chienne. Ils y pensent même pas, c'est pas de la nourriture. Si seulement je pouvais manger un tas de poussière. Fait que c'est un peu comme ça le véganisme, c'est que les animaux tu ne les vois pas comme de la nourriture, ça ne te fait pas envie, ça rentre pas dans ton sujet de réflexion, et après tu vis ta vie et tu fais d'autres choses qui sont bien plus difficiles qu'être végane, comme dans mon cas de l'activisme, le travail, peu importe qu'est-ce que le reste de ta vie est. Donc ça puis mais pour se rendre là, il faut comprendre le véganisme comme un mouvement social et pas une diète. Et tant qu'on voit le véganisme comme une diète, parce que c'est un mouvement qui est associé aux femmes, ben ça risque d'être un échec et ça risque d'être difficile. Et c'est perdant-perdant. La personne va se sentir privée et les animaux sont tués pareil. Fait que c'est vraiment perdant-perdant. D'ailleurs, juste noter que dans ton livre, à la fin, genre, on l'abordera pas tant, mais t'as vraiment de l'aide pour les gens qui, justement, sont comme prêts à la limite de devenir vegan pour leur donner un petit coup de pouce. T'as même des recettes, t'as différents liens pour les aider. Fait que le livre est très, très complet à ce niveau-là. Là. À la fin, c'est très positif de la manière que ça se termine, ce qui est super. Là, je vais aborder un autre terme qui est le consentement. Et puis, à un moment donné, tu t'as dit quelque chose sur ce thème-là que je trouve très vrai. Tu dis que l'humain est très doué pour détecter le non-consentement. Alors que au niveau, tu parlais que tu étais comme ambivalente avec une formation que les jeunes filles avaient, je crois, là, d'affirmer un non clair lorsqu'ils n'étaient pas d'accord avec une approche d'un homme. Mais c'est vrai que l'humain, on le détecte facilement quand c'est un non-consentement. Là, tu parlais dans ton livre de si on est invité à un repas pis on veut pas vraiment y aller, on va dire quelque chose de pas clair, mais l'autre va bien comprendre pareil, là. C'est la même chose avec les animaux. On essaie de nous faire croire que l'animal va être pratiquement consentant à se faire manger, cuire, tuer, violer, etc. Mais comment ça se fait que les gens ne font pas le lien, c'est-à-dire acceptent cette espèce de lien-là où est-ce que le cochon est content sur l'affiche qu'on le serve, puis même ils se servent eux-mêmes souvent là. Fait que comment est-ce que ça se fait que les gens ne font pas le lien que l'animal est vraiment non consentant là? Je pense que si tu demandes à quelqu'un qui mange des produits animaux, je sais pas si les gens vont vraiment dire oui, l'animal est consentant. Factuellement, je pense que les gens comprennent bien que les animaux ne consentent pas à être enfermés, castrés, sans anesthésie, toutes les choses qui leur arrivent et tués. Mais on va quand même utiliser ça dans le langage, on va dire la vache donne du lait, la poule donne des œufs. C'est comme si elle faisait ça pour nous autres. De bon gré, de bon cœur, alors que on construit des cages parce qu'on veut pas que la poule s'en aille, parce que elle veut pas donner ses œufs, elle veut vivre sa vie de poule en paix. Mais donc ce qui est intéressant, c'est que on n'y croit pas vraiment au consentement, de la même façon que tu peux pas réduire les violences sexuelles en apprenant aux femmes à dire non plus clairement. C'est une technique qui marche pas, parce que le problème, c'est pas que les hommes ne savent pas que les femmes ne consentent pas, c'est qu'ils s'en fichent. Pour ce qui est des animaux, on utilise ce langage, la poule donne des œufs, et des visuels où on voit donc une vache super contente sur la vache qui rit. Le logo du Saint-Hubert, c'est un coq, tu sais, il dit venez me manger, puis il y a un gros sourire. Puis il y a plein d'exemples, et souvent dans ces exemples, les animaux sont féminisés ou sexualisés pour rendre le message encore plus clair. Et le message, c'est quoi? C'est on peut consentir à la violence. Et ça, c'est un message qui n'est possible qu'en raison du patriarcat. Parce que le patriarcat dit, quand les femmes disent non, elles veulent dire oui.
Et la publicité spéciste utilise cet outil qui est le mythe du consentement, qui est de dire tu violentes quelqu'un qui est appétissante, tu te dis ça lui dérange pas tant que ça, elle l'a bien cherché, elle en redemande, elle sourit. Donc on utilise ces outils du patriarcat et c'est pour ça que beaucoup de publicités vont, par exemple, on va avoir un cochon, une truie qui est maquillée, emborisée, c'est vraiment féminiser l'animal. Et là où je pense que ça devrait interpeller les féministes, c'est que le message, c'est si t'es appétissante, c'est correct n'importe quoi que je veux te faire. Et c'est le même message qu'on utilise pour justifier les violences sexuelles, les violences faites aux femmes. Donc, pour moi, le thème du consentement est très important, pas parce que les gens pensent... C'est très proche, là, finalement. Là, c'est super... C'est la mythologie du consentement. Quasiment ensemble. Là. Ouais. Puis des fois, il y a confusion dans mon livre, il y a beaucoup d'images. Des fois, il y a confusion dans l'image. On sait même pas si c'est une publicité pour consommer la femme ou l'animal. Ouais. Par exemple, une publicité d'un barbecue qui dit put your lips on a hot chick, donc mets tes lèvres sur une poulette, et donc qui joue sur l'ambiguïté que si tu vas à cet événement, tu vas pouvoir agresser ou harceler des femmes, des serveuses, et tu vas pouvoir manger des poitrines de poulet. Donc il y a vraiment cette relation. Puis le mouvement féministe a vraiment expliqué que tu peux pas consentir à la violence, tu peux pas consentir quand t'es enfermé, et juste parce que quelqu'un dit elle l'a bien cherché ou ça le dérange pas tant que ça, c'est pas un réel consentement. Donc j'invite dans mon livre, j'invite les gens qui se préoccupent de l'égalité homme-femme et les féministes à voir ces images-là et dire ben oui, en fait, le patriarcat, le carnisme travaillent main dans la main et racontent des histoires, et l'histoire c'est si moi j'ai le goût, que ce soit j'ai le goût de violer ou j'ai le goût de manger des animaux, je vais raconter l'histoire qu'en fait c'est elle qui en avait envie et qu'elle y consent, et ce sont les éleveurs qui racontent cette histoire. Donc c'est pas les vaches et les poules qui disent oui on aime ça, c'est les éleveurs et les vendeurs, par exemple Saint-Hubert, ils ont jamais demandé à un coq s'il était d'accord de se faire tuer, mutiler pour le plaisir d'une autre espèce, qui serait absurde, mais ils mettent cette imagerie, et cette imagerie fonctionne parce que la raison pour laquelle ces images font sens, c'est parce qu'on a déjà ce script patriarcal qui dit une victime attachée, privée de liberté, est libre et consentante. Ouais, puis c'est vrai là, tu sais, ça sort un petit peu du thème là, mais tu parles à un moment donné de, je pense que c'est dans l'association des éleveurs là, qui décrit leur type leur race de vaches avec des termes comme très féminins, comme féminisés, comme docile, belle, docile. Ouais, ils vont dire, puis c'est encore une fois, c'est pas explicite, mais le message implicite, c'est les animaux sont comme des femmes, et comme on peut violenter les femmes, on peut aussi violenter les animaux, et vice-versa. Ouais. Donc, c'est vraiment ça le message. Donc, on va dire, cette race de vache, elle porte une belle robe. Donc, on est vraiment en train de féminiser l'exploitation et de s'appuyer sur l'inconscient, sur la culture du viol. Ouais, puis encore là, on est tout le temps sur la ligne là entre animaux, femmes. Ouais, l'ambiguïté. On joue sur cette ambiguïté. Ouais. Bon, là, j'arrive à mon dernier point là que j'ai sorti. Ben, c'est l'intersectionnalité des causes sociales. Puis j'ai trouvé ça super intéressant. Puis en fait, si je me trompe pas, ton livre, c'est vraiment ça, c'est de montrer qu'il y a des connexions entre les différentes causes. Et puis, entre autres, les deux causes qu'on traite le plus présentement, c'est la cause des violences sexuelles faites aux femmes et les violences faites aux animaux. En fait, moi, ça m'a fait penser parce que j'ai lu un mémoire de maîtrise de Daphné Ménard, je sais pas si tu connais, là, qui est en droit, sur la loi Bessa qui est supposément là pour protéger les animaux. Et puis, elle parle comme quoi cette loi-là a été faite justement parce qu'il y avait une convergence de différents intérêts qui n'étaient pas nécessairement tous des intérêts pour le bien-être des animaux. Mais ce qui amène à dire que oui, pour que cette cause-là des animaux ou des femmes avance, il faut qu'il y ait une connexion entre les différentes causes. Je me trompe pas, là, c'est vraiment ce que tu voulais amener dans ton livre. Ouais, puis pour moi, l'intersectionnalité, ça vient d'abord des féministes noires qui ont dit le racisme et le sexisme sont connectés et tu peux pas aider les femmes noires en combattant seulement un des deux. Je simplifie à mort, là, mais juste pour reconnaître d'où vient le concept. Pour moi, l'intersectionnalité, c'est 2 messages, et particulièrement 2 messages qui ont été envoyés aux féministes. Le premier message, c'est descriptif. Les luttes sont connectées, les oppressions sont connectées. Ça, c'est ce que tu viens de dire.
Et oui, ça, c'est un propos de mon livre. Le deuxième message, c'est normatif. C'est de dire, tu ne peux pas dire que je vais être féministe, mais juste pour les femmes blanches. Premièrement, ça va pas marcher. Et deuxièmement, c'est raciste. Ben ouais. Entre autres. Donc, c'est très, très puissant parce que ça nous fait l'oppression de l'une et le privilège de l'autre. Donc, moi, si je veux être intersectionnelle, ça veut dire, oui, je suis opprimée par mon genre, mais je suis privilégiée par exemple, le fait que j'ai pas de handicap. Et donc, il faut que je reconnaisse ces deux choses et je peux pas dire, moi, je vais lutter seulement pour les femmes sans handicap parce qu'elles me ressemblent. Et j'invite les féministes à considérer que si on dit il faut reconnaître ses privilèges, pourquoi pas le privilège humain, le droit de vie ou de mort sur des animaux, c'est un immense privilège. Et si on dit toutes les victimes de violences méritent notre compassion, peu importe si elles sont différentes de moi, pourquoi pas les animaux? En autant qu'ils sont sentients, dans le fond. Exactement. Donc, si on dit, les femmes noires, les femmes handicapées, etc., il faut que je m'en préoccupe, même si peut-être elles parlent pas la même langue, peut-être qu'elles ont pas l'air de la même chose que moi, elles ont pas les mêmes capacités. Ces mêmes arguments s'appliquent aux animaux. Les animaux, ils n'ont pas choisi de naître, une poule n'a pas choisi de naître poule, plus que j'ai choisi de naître femme. Et l'oppression des animaux, c'est pas naturel, c'est pas parce que les animaux sont intrinsèquement inférieurs, c'est une organisation sociale. La société a été organisée de sorte que les poules ne comptent pas politiquement, les poules n'ont pas la liberté de quitter, les poules n'ont pas de droit à la vie, à l'intégrité physique, sexuelle, etc. Et donc, ma responsabilité comme humaine, c'est de reconnaître ce privilège et cette oppression et de la combattre. La compassion, c'est pas une ressource qui est limitée. Donc, j'invite les féministes, les personnes qui s'intéressent à la justice sociale de se dire pourquoi pas intégrer les animaux dans ce domaine du care, dans ce domaine de la compassion et checker nos privilèges. Si comme moi, comme féministe qui travaille sur les violences sexuelles, je dis aux hommes, portez attention à vos privilèges et n'utilisez pas vos privilèges pour vous approprier mon corps de façon violente, non consentie, commettre des violences sexuelles. Je leur dis, mon corps, mon choix. Mais après, comment est-ce que je peux me retourner et m'approprier le corps d'une vache, d'une poule, d'un veau et dire, ton corps, mon choix, et de dire, je vais m'approprier ce corps, c'est à mon avis, pour moi, comme féministe végane, c'est pas compatible avec mes valeurs féministes. Ouais. Et je pense que pour beaucoup de gens, c'est pas compatible avec leurs propres valeurs, mais peut-être qu'ils connaissent pas bien le véganisme, ne savent pas comment s'y prendre. Et c'est pour ça que, comme tu le disais plus tôt, mon livre, il conclut d'une façon extrêmement accompagnatrice, ouverte. J'offre du coaching gratuit, j'offre des ressources, parce que je pense que rendu là, les gens qui sont rendus là dans le livre, probablement qu'ils disent, oui, j'aimerais ça, pouvoir vivre mes valeurs féministes ou autres. Je ne veux pas m'approprier les corps des autres. Je veux pas encourager ces violences. Qu'est-ce que je peux faire? Et c'est là qu'on débouche sur le véganisme. Puis, est-ce que ça peut pas, ton livre ne peut pas avoir l'effet est-ce que tu peux te faire attaquer ou les gens peuvent se sentir attaqués, les femmes qui sont féministes? Dire, mais là, t'es en train de me dire que je suis pas une féministe parce que je suis pas végane ou je suis une mauvaise féministe parce que... C'est une bonne question, puis je l'adresse directement dans le livre. Moi, comme féministe, je veux toujours qu'on me challenge et qu'on me dise c'est bien beau ce que tu fais, mais as-tu pensé que telle campagne que tu as fait, en fait, ça pourrait nuire aux femmes immigrantes, par exemple? Ou as-tu pensé à... Donc, je pense, et je parle beaucoup aux jeunes dans ce livre, comment moi je me sens. Moi, je peux pas dire à une autre femme si elle est féministe ou pas. Et d'ailleurs, il y a des féministes qui disent, moi, je suis une féministe contre l'avortement. Il y a personne qui a le monopole de la définition du féminisme et tout le monde peut se dire féministe pour n'importe quelle raison. D'ailleurs, le féminisme est un mouvement extrêmement hétérogène. Si quelqu'un lit mon livre, moi, c'est juste ma proposition de comment moi je vois mon féminisme et c'est une invitation. Et si la personne finit le livre et dire non, moi je pense que les animaux sont inférieurs et qu'ils sont là pour être mangés, moi je peux rien y faire. Donc oui, je pense qu'il y a des gens qui vont peut-être, moi on m'a beaucoup dit c'est pas du tout moralisateur, c'est très accueillant comme livre, et c'était important pour moi dans la façon que c'est écrit, mais il y a des personnes qui vont se sentir chamboulées, qui vont se sentir mal, mais c'est souvent parce qu'ils ont leur propre ambivalence par rapport à ça. Tu les confrontes à leur ambivalence. Si quelqu'un a pas d'ambivalence, ils vont juste dire elle dit n'importe quoi, moi j'adhère pas à ce féminisme. Comme moi, si je lis quelqu'un qui dit moi je pense que le féminisme c'est d'être tradwife, je me sens pas attaquée, je dis
whatever, je passe mon chemin. Ouais. Je trouve pas que c'est une source crédible. Ouais. Donc, mon but, c'est pas de dire t'es pas assez féministe. De toute façon, moi, quand je me suis fait dire, quand j'ai commencé à être plus féministe, je me disais, tu nuis à ta cause, t'es pas assez féministe. Il y a personne qui aime se faire dire ça. Mais quand on me dit, voilà comment tu pourrais vivre encore plus ton féminisme jusque dans ton assiette, ça, je trouve ça inspirant. Et moi, quand on me dit, écoute, tu pourrais vivre ton féminisme de façon encore plus, que ce soit avec plus de compassion ou plus complète dans ta vie, tu peux vivre, par exemple, j'ai travaillé sur la rédaction inclusive, tu peux vivre ton féminisme tous les jours à chaque fois que t'écris. Moi, c'est comme, wow, c'est super inspirant. Mais je pense qu'il y a une particularité avec le véganisme, c'est que les gens pensent eux-mêmes qu'ils aimeraient être véganes et ils pensent qu'ils sont pas capables, donc essaient de trouver un peu des... Parce que personne m'a dit... on me dit rarement, t'es en train de me dire que si j'utilise pas la rédaction inclusive, je suis pas féministe et tu devrais pas dire ça. Les gens disent... Soit ils disent, oui, je trouve ça super et j'adopte la rédaction inclusive, ou ils trouvent ça m'intéresse pas, ils l'adoptent pas, ils passent leur chemin. Avec le véganisme, j'ai parfois cette réaction et je pense que moi, je l'accueille parce que je pense que ça vient d'une ambivalence. Ouais. Puis si les gens se sentent un peu tiraillés, ben c'est correct. Parce qu'ils sont confrontés avec eux-mêmes, en fait. Puis, là. Il y a un biais, là. Exactement. Et puis, toutes les véganes, presque, sont nées non véganes. Donc, c'est correct. Moi, j'ai été là aussi. Et quand quelqu'un m'a dit, comment tu peux être féministe et boire du lait, j'ai dit, ben là, de quoi moi aussi, j'ai réagi. Tu t'es senti attaqué. Parce que t'étais en dissonance cognitive. Exactement. Super normal. On est tous passés par là. Tout le monde qui est vegan est passé par là, mais j'aime trop le fromage et je suis pas capable de m'en passer. Je suis pas capable d'en passer. On est tous passés par là. Fait que moi, j'invite vraiment les gens qui se sentent tiraillés à prendre mon coaching, puis on en discute. Puis souvent, quand les gens, ils se rendent compte que ça va être super facile puis qu'ils sont capables, puis ils deviennent véganes, puis c'est une affaire de rien. Mais si les gens pensent que ça va être super difficile et qu'ils sont pas capables de changer, qu'ils ont pas le sentiment d'auto-efficacité, de penser qu'ils sont en contrôle, ben là, c'est sûr qu'ils vont plus chercher à, naturellement des... C'est ça. Moi, tu sais, j'invite là, ceux qui auraient tendance, en ayant entendu le sujet de ton livre, qui auraient tendance, les féministes, qui auraient tendance à dire, se sentir attaqués dans leur féminisme. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est carrément le lire, premièrement, parce que, comme tu dis, c'est accompagnateur. Puis, tu sais, moi-même, je suis un homme, puis je suis une autre génération, là, je suis un X près des boomers. Mais ça m'a fait prendre conscience, faut quand même être ouvert d'esprit, là, mais ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de codes que j'avais, que j'étais même pas conscient que j'avais, mais que juste le fait de prendre conscience, après ça, tu peux déboulonner les affaires. Fait que je pense que quelqu'un qui se sentirait attaqué par le lien que tu fais entre le véganisme et le féminisme doit lire le livre. Puis normalement, c'est des gens qui sont assez ouverts d'esprit, puis le cheminement se fait bien par la suite, là, parce que tu accompagnes dans ton livre. Mm-hmm. Puis ça vient aussi, il faut penser que ça vient de l'amour pour la cause. Moi, je travaille à temps plein comme avocate en droit des femmes. C'est différent de si t'as un homme qui s'est jamais intéressé au féminisme, qui te dit « Hey, t'es pas assez féministe », ça oui, tu peux l'envoyer promener. Mais moi, je dis, j'ai un doctorat sur les violences sexuelles, j'ai travaillé sur la culture du viol. Voilà des liens intéressants que je trouve. Puis après ça, les gens peuvent trouver que les liens sont intéressants ou pas. Moi, ça m'intéresse. Mais... T'es as fait dès le début, toi, le lien là, entre la cause animale puis... Non, c'est venu quand même progressivement. C'est parce que moi, quand je suis devenue d'abord végétarienne, j'ai dit, l'environnement, l'accès à la nourriture et tout ça. Puis ça s'est vraiment solidifié en moi parce que le féminisme, c'est une partie tellement importante de ma vie que ça colore tout ce que je vois et tout ce que je fais, y compris mon véganisme. Donc pour moi, c'est vraiment une invitation. Puis c'est vraiment, c'est pas un livre qui dit t'es une mauvaise personne parce que tu manges des animaux. C'est pourquoi est-ce que quand on essaie de te vendre de la nourriture pour la fête des pères, on te vend des steaks. Pourquoi est-ce que la mascotte du Saint-Hubert, c'est un poulet? C'est plus se poser des questions. Puis après, les gens qui disent ces questions m'ont fait réaliser que mes valeurs féministes, de compassion, de justice, d'égalité, seraient alignées avec le fait d'être végane. Bienvenue dans le mouvement. On va vous accueillir à bras très ouverts, y compris si vous avez des questions, des difficultés, parce qu'on est toutes passées par là. Ouais, effectivement. Écoute, c'est ça. Et juste des petits points aussi que je voulais à la fin. Tu parles aussi beaucoup de exceptionnalisation, de neutralisation. En fait, souvent, on va avoir tendance, les gens vont dire, moi j'aime les animaux. Puis si, par exemple, quelqu'un maltraite un chien ou
ou des fois on voit ça, là, tu des chatons, ou le festival Yulin, t'as beaucoup d'activisme sur les réseaux sociaux là-dessus, qui est le festival en Chine, je crois, qui mange des chiens. La plupart du monde vont voir ça comme étant de la violence envers les animaux, mais ne voudront pas voir leur quotidien là-dedans. Là. Moi, je trouve ça assez spécial, là, que le monde aime les animaux et puis sont prêts à défendre les animaux, mais quand ça les touche pas. Là. Oui, et ça, c'est quelque chose qui est souvent lié au racisme, pour la même raison que si, par exemple, un homme noir agresse une femme, tu risque d'avoir beaucoup plus, une femme blanche, tu risques d'avoir beaucoup plus d'attention médiatique, mais si un homme blanc agresse une femme blanche, ce qui arrive plus souvent, parce que la plupart des crimes sont intraraciaux, juste à cause de la façon dont notre société est organisée, ben ça nous intéresse moins. Donc, il y a beaucoup de gens, moi, quand je dis que je suis avocate en droit des femmes, des fois, les gens disent « Ah ouais, mais je pensais qu'au Canada, on avait l'égalité. » Puis c'est plus dans les autres pays, eux, ils sont violents. Puis ça se mêle aussi à un discours soit anti-immigration. Dans les autres pays, eux, ils sont violents, ils sont anti-égalité. Ouais. C'est toujours c'est toujours plus facile de pointer du doigt les autres. Mais le féminisme et l'intersectionnalité te dit, commence par te pointer du doigt toi-même et regarde comment est-ce que toi, tu pourrais, mieux refuser tes privilèges. Donc, pour moi, c'est très important, puis je vais beaucoup plus en détail dans le livre, mais de parler de comment, pourquoi est-ce que ça nous choque que des Chinois mangent des chiens quand nous, on mange des cochons? Ben, parce que c'est toujours plus facile de pointer du doigt ce que les autres font parce qu'on n'est pas en conflit d'intérêts. C'est facile de dire il faudrait pas manger des chiens. J'en mange pas. On mange pas, oui. Mais si tu dis faudrait pas manger des cochons, des vaches, puis que ton repas préféré c'est un grilled cheese au fromage, ben ça va être plus difficile. Et c'est normal, c'est très naturel, je pense, mais il faut quand même se poser des questions parce que ça peut renforcer de la haine envers certaines communautés qui... Oui, puis le fait que tu te dégages, c'est quelque chose que t'es dégagé de ça, finalement. Ben oui, ça te concerne pas. C'est très facile. C'est quelqu'un qui ne fait pas une activité. C'est facile. Facile de condamner. C'est facile. Qu'est-ce que ça me coûte rien de dire il faudrait pas manger des chiens. Tu focuses ton outrance envers quelque chose que tu ne pratiques pas. Puis même chose au niveau de, je pense, c'est l'exceptionnalisation. Comme quoi on détermine, au même niveau, on détermine la violence envers les animaux, Yulin, et puis tuer des chatons, que un viol, on va déterminer ça par une fille dans la ruelle qui se fait attaquer, alors que les agressions sexuelles, c'est beaucoup plus large que ça, là, c'est comme la pointe de l'iceberg. Exact. Donc on va accepter ça, c'est la culture du viol, on va dire il y a beaucoup d'hommes qui vont dire moi je suis complètement contre le viol, les violeurs, il faudrait tous les castrer, les mettre en prison à vie, etc. Mais eux ce qu'ils veulent dire c'est ce qu'on appelle le mythe du vrai viol ou le viol de fond de ruelle, c'est une femme se fait attaquer dans la rue parce que encore une fois c'est facile à dénoncer, tout le monde peut être contre ça, alors que les violences sexuelles les plus communes, c'est la violence qui se passe dans ton lit. C'est la violence qui est conjugale et qui c'est faite par toutes sortes de gens, de tous les milieux sociaux, etc. Donc, c'est comme pour les animaux, quand on dit un psychopathe a tué des chatons, c'est vraiment c'est une goutte d'eau dans l'océan. La plupart des violences, c'est celles qui sont normalisées. Institutionnalisées. Hein. Exactement. Ouais. Donc, la violence de l'élevage est bien plus grande que telle personne a tué un chaton ou mangé un chien ou chasser un orignal ou par exemple les chevreuils de Longueuil. Puis je trouve ça bien que les gens se mobilisent parce qu'ils veulent pas qu'on tue des animaux, mais c'est tellement une goutte d'eau par rapport aux milliards d'animaux qui sont tués tous les jours. Et de même pour les violences sexuelles, quand on dit je me préoccupe comme des viols de fond de ruelle ou je me préoccupe de la violence des immigrants ou on a ces discours-là alors que qu'est-ce qu'on dit de la violence qui se passe dans nos maisons tous les jours? C'est extrêmement commun, les violences sexuelles conjugales, mais c'est plus difficile à dénoncer parce qu'elles sont normalisées. C'est ça, comprendre la culture du viol, c'est comprendre que les violences sont normalisées. Donc, tu peux pas dire c'est pas violent parce que c'est normal. Au contraire, les violences sont normalisées. Donc, les violences faites aux animaux sont normalisées. C'est normal de manger des œufs, du bacon, du fromage. Les violences envers les femmes sont normalisées. C'est normal dans notre société d'embrasser une femme sans son consentement, d'insister, de faire toutes sortes d'agresser sexuellement des femmes qui sont intoxiquées, ta propre partenaire, etc.
OK. Ben écoute, moi, tu me rappelles le livre, c'est quand même une couple de mois, je l'ai lu, puis c'est bon de te l'entendre le répéter parce que je trouve ça vraiment intéressant. Puis j'ai trouvé une phrase là, qui est une petite citation, puis je trouve que ça résume bien. À un moment donné, tu dis, ça résume le livre, là. En tant que féministe, je suis contre la violence, l'exploitation et la coercition sexuelle, indépendamment de la race, de l'orientation sexuelle et des capacités et de l'espèce de la victime. Fait que c'est en gros, cette phrase-là, je trouve que ça résume le livre au complet, n'est-ce pas? Si on est féministe, on a déjà compris le véganisme. C'est juste qu'on n'a pas encore inclus les animaux. Ouais. On n'a pas encore appliqué. On sait déjà que son corps, son choix. On sait déjà que les violences dans la sphère dite privée sont tout aussi graves. On sait déjà que les violences sont normalisées. On sait déjà qu'il n'y a pas de consentement quand t'es attaché. Et on sait déjà que la violence physique, sexualisée, la coercition, on est contre ça. Donc, il suffit d'appliquer les valeurs qu'on a déjà à des victimes qui, jusqu'à présent, ont été invisibilisées. Et le chemin est déjà tracé. Là. Ben écoute, je te remercie. Puis je répète encore que la deuxième partie, en fait la dernière partie du livre, c'est devenir vegan. Alors tu vraiment t'accompagnes. Pour les gens qui hésiteraient, c'est sûr que devenir vegan, ça peut paraître compliqué. Ce l'est pas vraiment, mais ça peut paraître compliqué. Alors, la dernière petite section, là, moi, je l'ai lu, mais je veux dire, ça me touche moins parce que je suis déjà vegan depuis plusieurs années. Mais pour quelqu'un qui est à la limite, puis que le livre lui a ouvert les yeux, ça peut l'accompagner. Puis je répète que tu t'offres du coaching gratuit, c'est ça? Exactement. Donc les gens peuvent toujours me contacter via mon site web suzannezacour.com où c'est expliqué dans le livre également. Et je fais de l'accompagnement personnalisé, donc selon moi je suis allergique à ça, ou j'ai des jeunes enfants, ou je travaille en région, peu importe quelle est la situation des gens pour les accompagner, parce que c'est un livre qui invite les gens à d'abord comprendre, changer la façon dont on voit les choses, mais ensuite agir également. Puis Suzanne, est-ce que tu es, pour tes deux causes de prédilection, est-ce que tu es optimiste pour l'avenir? Ça dépend des jours. Ça dépend beaucoup des jours, mais moi, je suis plus optimiste pour ce qui est du véganisme depuis que je fais du coaching vegan, parce que je vois que la grande majorité des gens sont d'accord. Et la grande majorité des gens, s'ils le font pas, c'est pas parce qu'ils disent « j'aime pas les animaux ». C'est parce qu'ils pensent que ça va être difficile et qu'ils savent pas comment. Et puis il y a pas d'argument vraiment contre, là. Ils sont pas, la plupart des gens, après il y a des gens bien sûr qui sont pour l'exploitation animale, mais ça me rend optimiste de dire que la plupart des gens, ils ont déjà ça dans leur cœur et dans leur valeur, d'être pour la justice, la compassion pour les animaux. Et chaque fois que j'aide une personne qui dit « Ah, moi, j'y pense depuis que je suis ado, mais je l'ai jamais fait. » Puis que là, on se parle 40 minutes et qu'après, elle me dit « Je suis végane depuis 3 mois, ça se passe super bien, j'adore ça, ma famille est super supportive. » Ça me rend optimiste. Ouais, ben je pense qu'effectivement, mais ma dernière question que j'ai pour toi, c'est: t'as pas peur de te fatiguer émotionnellement, parce que je te vois partout. T'es dans plein de conférences, t'es activiste, autant pour la cause des violences, sur les violences sexuelles, pour la cause des animaux. Est-ce que t'as pas peur parce que, tu sais, il y a Élise Deslauriers, que je lis beaucoup sur South Track. Ouais, elle a écrit un texte, là, puis qui était probablement inspiré de ton titre de livre, là. Pourquoi Trump ne fera pas de burn-out, mais toi peut-être. Dans le sens que les véganes, on est peut-être plus perméables. En tout cas, les activistes, on est plus perméables. T'as pas peur de devenir épuisé? Comment tu fais pour toujours avoir cette énergie-là? Des fois, je suis fatiguée. En ce moment, dans le cadre de mon travail, j'essaie de changer une loi fédérale, et puis j'ai eu des moments où c'est vraiment très, très, très difficile de changer une loi fédérale en tant qu'une personne ou 2 ou 3. Ça n'a rien à voir avec être végane. Pour ça, je dis toujours être végane, c'est la chose la plus facile dans ma vie. Mais des fois, oui, je fatigue, et il y a 2 choses. Premièrement, je fais aussi des choses qui sont pas de l'activisme, dans mon cas de la jonglerie par exemple, et donc je fais des choses qui me ressourcent. Mais l'autre chose aussi, c'est, tu sais, récemment j'ai extrêmement voyagé et j'étais très très fatiguée, puis j'avais des coachings, puis je me dis, est-ce que j'annule? Je suis peut-être trop fatiguée ce soir. Puis là, je fais le coaching. Puis après le coaching, je suis moins fatiguée qu'avant, parce que je rencontre des gens qui sont
tellement reconnaissants, sont tellement contents d'être là, puis c'est des belles personnes, j'apprends sur leur vie. Fait que je dirais que les violences faites aux femmes et aux animaux, ça va toujours me fatiguer, mais faire quelque chose, être dans une communauté, faire partie d'un mouvement de transformation sociale, c'est ça qui fait que ça donne un sens un peu aussi à ma vie, c'est de dire, c'est pas juste, le monde va mal et je vais déprimer. Ben, effectivement, parce que je pense que c'est assez clair que pour contrer l'espèce de déprime de l'activiste, il faut être plus activiste. Ben oui, je pense qu'il faut trouver, tu l'as mentionné plus tôt, il faut trouver qu'est-ce qui marche pour chaque personne. Ouais. Puis c'est pas un modèle qui marche pour tout le monde, mais si ça fonctionne, ça nous donne de l'espoir. Puis de toute façon, c'est pas une option pour les femmes et c'est certainement pas une option pour les animaux non plus d'abandonner. Hein? Alors oui, c'est difficile, oui, c'est fatigant, oui, il faut prendre soin de soi. Moi, je suis On peut prendre des pauses aussi. Là, on peut prendre des pauses. Moi, je suis implacable sur le sommeil et le sport. C'est indispensable dans ma vie, mais ça va être difficile, mais ça vaut la peine et on n'est pas tout seul. Ben, excellent, Suzanne. En tout cas, je te remercie 1000 fois de ta présence au balado. C'est super enrichissant. Puis ça répond aux 2 critères pourquoi j'ai créé le balado. C'est pour m'instruire moi-même et essayer de faire avancer la cause. Alors, c'était on target, comme on dit. Merci beaucoup de ta présence. Merci à toi.